Imaginons un peu la scène. Une patiente survit au cancer du sein. Elle termine enfin ses cycles de chimio, de radiothérapie, et elle franchit cette fameuse ligne d'arrivée clinique. Ouais, un soulagement immense, on s'en doute. Ah bah totalement. Et l'instinct premier, ce qui est enfin tout à fait compréhensible, c'est de se reposer, de s'allonger et de laisser un corps qui est vraiment meurtri récupérer. C'est ce que la plupart des gens conseilleraient spontanément d'ailleurs. C'est ça. Mais voilà la réalité brutale que la recherche moderne met en lumière. Cette immobilité, ce repos prolongé, eh bien, ça pourrait être exactement le déclencheur biologique qui invite la maladie à revenir. Ouais, c'est terrible dit comme ça. En oncologie, la convalescence passive est en train d'être redéfinie. Ce n'est plus un sanctuaire, c'est une zone de danger. Absolument. Parce que l'absence de mouvement après des traitements aussi lourds, ça crée une sorte de vide métabolique. Et la physiologie a horreur du vide. Ce qui remplit cet espace, c'est souvent un dérèglement systémique qui prépare carrément le terrain à l'échelle cellulaire pour une récidive. Et c'est ce paradoxe qui motive notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. L'objectif, c'est d'examiner une littérature scientifique dense pour comprendre une intervention clinique très spécifique, ce qu'on appelle le protocole CART. Pour Combined Aerobic and Resistance Training. Exactement, aérobie et musculation combinée. On va regarder l'impact de cette combinaison sur les survivantes du cancer du sein qui souffrent de surpoids ou d'obésité. On se base sur une revue systématique et méta-analyse très récente. Un papier très solide, oui. Très pointu. Mhm. D'ailleurs, pour la rigueur académique de notre analyse, le document de base s'intitule, je vous le donne en anglais, Combine Aerobic and Resistance Training Improves Body Composition, Alters Cardiometabolic Risk, and Ameliorates Cancer-Related Indicators in Breast Cancer Patients and Survivors with Overweight Obesity. C'est un titre à rallonge, c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une étude rédigée par Samir Badri El-Mania, Alexius Batrakoulous et leurs collègues. Elle a été publiée en 2024 dans le volume 23 du Journal of Sports Science and Medicine. Et c'est un travail colossal. On parle de 17 essais cliniques randomisés. Ça regroupe plus de 1140 patientes. Ce n'est pas juste une petite observation épidémiologique de coin de table. Non, c'est clair. C'est vraiment une évaluation rigoureuse de l'exercice vu comme une intervention clinique quantifiée, face à une population spécifique dont l'âge moyen est d'environ 54 ans. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de rendre ces données parfaitement intelligibles. Mais avant de plonger dans les détails de ce fameux protocole CART, il faut établir le contexte critique. Pourquoi est-ce que le surpoids et l'obésité transforment ce paysage post-traitement en un véritable terrain miné? Les statistiques sont assez frappantes. L'étude rapporte que 25% des cas de cancer du sein sont directement liés à un excès de poids et à la sédentarité. Un quart des cas. C'est énorme. Oui, et une survivante sur 3 souffre d'obésité. Donc on n'est vraiment pas dans des considérations esthétiques, là. On parle de survie. L'obésité augmente les risques de récidive, de comorbidité comme l'hyperlipidémie, la sarcopénie, La perte musculaire, donc. c'est ça? Sans parler de l'ostéoporose et in fine de la mortalité globale. D'accord. Décortiquons ça un peu. Il y a une tendance historique à imaginer la graisse corporelle comme un simple espace de stockage inerte, une sorte de grenier où le corps entreposerait son énergie excédentaire, quoi. Le fameux mythe du grenier. Voilà. Mais selon l'étude, ce tissu adipeux, ce serait plutôt une usine chimique active, non? Comment est-ce que cette masse grasse agit concrètement sur les cellules cancéreuses? Le concept du grenier inerte est totalement obsolète en biologie moderne. Le tissu adipeux, en réalité, c'est un organe endocrine majeur. Donc il sécrète des hormones. Exactement. Et quand les cellules graisseuses, les adipocytes, s'hypertrophient en cas d'obésité, elles grossissent tellement qu'elles finissent par dépasser leur propre apport sanguin. Ah, elle s'étouffe toute seule. C'est un peu ça, hein. Ça crée une hypoxie localisée, un manque d'oxygène qui entraîne la mort de certaines de ces cellules. Et là, le système immunitaire panique et envoie des macrophages pour nettoyer les débris cellulaires. Ce qui crée une inflammation. Une inflammation chronique systémique, oui. Ce tissu hypoxique agit comme une usine chimique déréglée. Il sécrète en continu des facteurs pro-inflammatoires, ce qu'on appelle des adipokines. Et j'imagine que pour des survivantes d'un cancer, cet environnement inflammatoire, c'est un peu jeter de l'huile sur le feu. C'est pire que ça. Le tissu adipeux contient aussi une enzyme, l'aromatase, qui convertit d'autres hormones en œstrogènes.
Et pour les cancers du sein dits hormonodépendants, cette production périphérique d'œstrogène, c'est du carburant pur pour les cellules tumorales dormantes. Donc l'obésité crée l'inflammation qui endommage l'ADN d'un côté, et de l'autre, elle produit l'hormone qui nourrit le cancer. Exactement. Bon, vu la menace active que représente ce tissu, on comprend qu'il faut riposter. Et c'est là qu'intervient le protocole CART face au traitement standard. Mais permettez-moi de faire l'avocat du diable une seconde. Je vous en prie. Tout le monde sait que faire du sport, c'est bon pour la santé. On nous le répète à longueur de journée. Pourquoi la communauté scientifique a-t-elle besoin d'une méta-analyse aussi complexe pour prouver ça? C'est pas un peu enfoncer une porte ouverte? Ce qui est fascinant ici, c'est que si on reste dans la prévention générale, oui, on enfonce une porte ouverte. Mais on parle d'oncologie. En oncologie, on ne prescrit pas de vagues bonnes habitudes, on prescrit des thérapies ciblées. Avec un dosage précis, comme un médicament. Exactement. Il manquait une synthèse rigoureuse qui prouve l'efficacité de cette combinaison spécifique, le cardio plus la force, chez une démographie très vulnérable. L'oncologie de l'exercice, c'est pas encore un standard dans les hôpitaux. On a besoin de prouver que cette synergie précise, le CART, fait mieux que les recommandations de base pour casser ces voies inflammatoires. D'accord. Alors, regardons justement les résultats primaires de l'étude. Est-ce que cette combinaison modifie vraiment le corps de ces patientes? Les résultats montrent une amélioration claire. L'indice de masse corporelle baisse, le pourcentage de graisse diminue, le tour de hanche aussi. Jusque-là, rien de surprenant. Non, c'est logique. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a un point intrigant. Le poids corporel global sur la balance et le tour de taille n'ont pas changé de manière significative. Ah oui, le fameux paradoxe de la balance. C'est ça, et j'aime bien comparer la balance traditionnelle à un très mauvais critique de cinéma. Comment ça? Bah, elle vous donne une note globale à la fin du film, mais elle n'explique absolument pas le scénario. Comment c'est possible de perdre autant de masse grasse sans que le poids global ne bouge? C'est une excellente analogie. En fait, ça s'explique par la recomposition corporelle. Le protocole CART agit sur deux fronts. La composante aérobique va oxyder les lipides, donc faire fondre la masse grasse. Mais de l'autre côté, l'entraînement en résistance, la musculation, ça crée des micro-déchirures dans le muscle. Et le corps répare ça en construisant du tissu neuf. Voilà. Et ce nouveau tissu musculaire, il est beaucoup plus dense et plus lourd que la graisse à volume égal. Donc le poids total stagne parce qu'on remplace une graisse légère et volumineuse par un muscle compact et lourd. Mais métaboliquement, c'est une victoire totale pour la santé cardio-métabolique. Absolument. Par contre, en lisant l'étude, je suis tombée sur une anomalie statistique assez troublante concernant la masse non grasse, la FFM. Oui, le point de friction des données. Oui, les données disent que le traitement standard, donc le groupe sans exercice, a montré une plus grande augmentation de cette masse non grasse que le groupe qui faisait de la musculation. Mathématiquement, c'est absurde, non? Rester assis sur un canapé construirait plus de muscles que de soulever des poids. Dit comme ça n'a aucun sens biologique, mais ça illustre parfaitement les limites et la forte hétérogénéité des études actuelles. En fait, il faut savoir que très peu d'études de la méta-analyse ont mesuré ce paramètre, donc l'échantillon est tout petit. D'accord. Et surtout, comment cette masse non grasse est mesurée? Souvent avec des balances à impédensométrie qui mesurent l'eau dans le corps. Or, les patientes en post-traitement de cancer souffrent très souvent d'œdème, de rétention d'eau liée aux thérapies. Oh, je vois. Donc la machine confond la rétention d'eau et le muscle. Exactement. Le groupe sédentaire ne prenait pas de muscle, il gonfrait d'eau à cause de la toxicité des traitements, alors que le groupe actif stimulait sa circulation lymphatique avec le sport et éliminait ses œdèmes. Waouh! C'est fascinant comment une donnée brute peut nous induire en erreur si on n'a pas le contexte clinique. C'est pour ça qu'il faut toujours gratter sous la surface des chiffres. Eh bien, parlant de gratter sous la surface, l'étude ne s'arrête pas aux changements visibles sur le corps. Elle plonge littéralement dans les vaisseaux sanguins, sur le champ de bataille microscopique. Et là, les données sont formelles. Ouais. Le cholestérol HDL, le bon cholestérol, augmente. Les triglycérides et le cholestérol total chutent sans trop d'effet sur le LDL. Mais du côté inflammatoire, il y a une forte réduction du TNF-alpha et de la leptine. Ce qui est une excellente nouvelle pour l'environnement cellulaire. Et surtout, et là j'ai trouvé ça incroyable, il y a une augmentation significative des cellules tueuses naturelles, les natural killer cells. Les fameuses cellules NK. Moi je les vois un peu comme les videurs d'une boîte de nuit cellulaire, vous voyez? Leur boulot, c'est de repérer et d'expulser les cellules tumorales qui traînent. Mais si je relis les points,
On a vu que la leptine favorise la croissance des tumeurs. Si l'exercice fait chuter cette leptine, est-ce que ça veut dire que le protocole CART agit littéralement en coupant les vivres à la tumeur? C'est tout à fait ça. Si nous relions cela à une vision plus globale, réduire l'hyperlipidémie et l'inflammation chronique, ce n'est pas juste protéger le cœur, on modifie radicalement l'environnement immunitaire. On l'assainit en quelque sorte. On le rend hostile au cancer, surtout. Avec moins de leptine, la tumeur perd son ravitaillement. Avec moins d'inflammation, le brouillage radar du système immunitaire se lève et nos videurs de boîte de nuit, vos cellules NK, peuvent refaire leur travail de ciblage. Mais alors, petite nuance quand même, il n'y a eu aucun changement significatif pour d'autres marqueurs de l'inflammation comme l'IL6, l'IL8 ou la fameuse protéine C-réactive, la CRP. Pourquoi l'exercice n'arrive pas à éteindre tous les feux de l'inflammation en même temps? C'est parce que la physiologie humaine est complexe. Ce n'est pas un interrupteur on-off. Ces études étaient parfois trop courtes pour modifier profondément des marqueurs systémiques à action lente comme la CRP qui est produite par le foie. Mais le signal est là et il va dans la bonne direction. Et ce signal se traduit dans le quotidien des patients de manière hyper concrète. On aborde là la question de la qualité de vie, et c'est peut-être le plus gros paradoxe de cette recherche. Ah, la gestion de la fatigue, oui. Oui, ouais. La méta-analyse révèle des altérations bénéfiques spectaculaires sur la fatigue liée au cancer, la qualité du sommeil et les scores globaux de qualité de vie. Mais enfin, soyons logiques 2 minutes, dépenser de l'énergie physique, ça fatigue, non? En temps normal, oui. Alors, comment c'est possible que prescrire des séances d'exercice intenses, avec des poids, de l'aérobie, à des patientes qui sont déjà littéralement épuisées par la chimio, ça ait pour effet de réduire leur fatigue? C'est contre-intuitif au possible. Ça a l'air paradoxal, mais il faut déconstruire le cycle vicieux du cancer. Le cancer et ses traitements entraînent une neuroinflammation, une sédentarité forcée, une perte musculaire et les troubles du sommeil. Un cocktail d'épuisement total. Voilà. Et la fatigue oncologique, ce n'est pas la fatigue du soir après avoir coupé du bois. C'est le système nerveux central qui est en surcharge permanente parce que, comme il y a moins de muscles, il doit crier plus fort pour ordonner le moindre mouvement. Ah, je vois. L'effort neurologique est décuplé. Exactement. L'intervention CART agit ici comme un vrai disjoncteur. Elle réinitialise le système. En reconstruisant le muscle, on diminue l'effort neurologique. En baissant l'inflammation avec la réduction du TNF-alpha, on restaure les cycles de sommeil profond. Donc, en forçant le corps à s'activer, on répare la machinerie interne qui gère l'énergie. C'est exactement ça. On rompt le cycle de la fatigue. C'est porteur de tellement d'espoir. Mais, parce qu'il y a un mais dans toute bonne analyse académique, avant de considérer le protocole CART comme une baguette magique universelle, il faut évaluer la rigueur académique et les limites de la preuve. Et les auteurs ont été très transparents là-dessus. Oui, ils ont utilisé la méthode GRADE pour évaluer tout ça. Et franchement, le verdict est rude. Ils ont classé la certitude des résultats de très faible à faible pour la plupart des paramètres cliniques. Oui, à cause des biais méthodologiques inhérents à ce domaine. Entre les échantillons de petite taille, l'hétérogénéité des protocoles, certaines études duraient 8 semaines, d'autres carrément 52, et puis le risque de biais lié à l'absence de double aveugle. Et il note même que la graisse viscérale n'a pas été mesurée. C'est le grand drame de la recherche sur l'exercice physique. Du coup, je vous pose la question de manière un peu provocatrice. Que signifie tout cela pour l'auditoire? Si la confiance dans les données est si faible, est-ce qu'on doit juste ignorer ces résultats et attendre dans 10 ans d'avoir de meilleures études? Surtout pas. Il faut modérer cette vision binaire. Je suis convaincu que l'esprit critique est essentiel, oui, mais il faut comprendre le système GRED. Il a été conçu pour les pilules, les médicaments. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en pharmacologie, c'est facile de donner un vrai comprimé à un groupe et un placebo en sucre à un autre, sans qu'ils le sachent. C'est le fameux aveugle. Ah oui, alors qu'en sport, Le patient sait très bien s'il transpire sur un vélo ou s'il fait des étirements. Donc le système cardé pénalise automatiquement ses études pour risque de biais. Une certitude faible ici ne veut pas dire que l'intervention est inefficace. d'accord, c'est plus une question de standardisation de la preuve. Voilà. Ça signifie simplement qu'on doit considérer le CART comme une thérapie complémentaire, un adjuvant à l'approche conventionnelle et non pas un remplacement miraculeux. Et ça souligne surtout l'urgence absolue de financer de vastes essais cliniques multicentriques. Pour avoir des données incontestables, ce qui nous amène d'ailleurs à une dernière pensée, une réflexion plutôt ouverte mais fascinante. Je sens qu'on va aborder de futur des traitements.
Exactement. Si on prouve de manière irréfutable l'efficacité métabolique du CAR-T, est-ce que à terme, ce protocole d'exercice pourrait permettre de réduire l'utilisation ou le dosage des traitements pharmacologiques très agressifs chez ces patientés? C'est le Graal de l'oncologie intégrative. Quelle est la dose optimale de ce mélange aérobie et musculation pour maximiser l'inhibition de la tumeur au point de pouvoir alléger la chimie? C'est une question qui donne vraiment matière à réflexion pour tous ceux qui nous écoutent. Absolument. Le corps possède des leviers de guérison qu'on commence tout juste à quantifier. Eh bien, c'est une excellente façon de résumer l'importance de ce qu'on vient d'apprendre. On voit bien que l'obésité post-cancer n'est pas une fatalité et que la combinaison cardio-musculation est une arme redoutable contre l'inflammation et la fatigue. C'est un changement de paradigme. Tout à fait. Et pour ceux qui veulent vraiment s'immerger dans ces données cliniques, on ne saurait trop vous inciter fortement à lire l'article original d'Alma Hanna et de ses collègues. C'est dense, mais c'est une mine d'or scientifique. Une lecture indispensable, oui. Et sur ce, un petit rappel pour notre auditoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Comme ça, vous ne manquerez aucune de nos futures explorations approfondies de la littérature académique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.